Alors déjà, merci de votre présence ce soir. Donc, nouveau projet que nous avons mis en ligne vendredi dernier. Voilà, donc on a eu quelques premières petites souscriptions. Et une fois n'est pas coutume, on fait le webinaire 3-4 jours après pour pouvoir vous compléter l'information de vive voix. Alors sur ce bien, sur ces biens, puisqu'on parle de deux locaux commerciaux, répondre à vos éventuelles questions, et puis on tâche d'avoir terminé dans l'heure. Concernant vos questions, on peut ouvrir les micros à la fin du webinaire pour les questions de vive voix, mais sinon n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous avez le petit icône avec les bulles en bas de votre écran, ce qui permettra qu'on suive les questions au fil de l'eau et que soit on y réponde en direct si ça colle entre guillemets dans le déroulé du webinaire. Sinon, on reprendra évidemment toutes les questions à la fin. Donc Oulin qui est en première couronne de la ville de Lyon. Alors, vous êtes tous déjà passés devant Oulin en voiture sans le savoir, puisque quand on prend l'autoroute A6, qu'on descend vers le sud et qu'on traverse Lyon, on passe le fameux tunnel de Fourvière, on passe le musée des Confluences, qui est le petit élément violet, voilà, sur lequel la souris vient de passer. Mm. Qu'on voit parce qu'il domine l'autoroute, et immédiatement après, quand on a passé cette pointe de la confluence, eh ben on a la ville d'Oulin sur sa droite. Donc on est vraiment en proximité immédiate, on est à 3 à 4 minutes du musée des Confluences par l'autoroute. C'est une commune importante, 27 000 habitants, plutôt dynamique. Il y a une deuxième station de métro qui a été ouverte euh, plus récemment. On avait Oulin Centre historiquement. Donc là, on a Gare d'Oulin. Et donc Gare d'Oulin, qui est la station de métro la plus récente, c'est celle qui est à proximité immédiate du local commercial au niveau de la ZAC, dont on va parler dans 2 diapos. Alors, au niveau du positionnement, donc l'adresse est deux locaux commerciaux. On est donc au 21 rue Pierre Sémard. Donc c'est là où vous avez le bâtiment violet, voilà, qui est indiqué là par la souris. Donc on est extrêmement accessible. Vous voyez en jaune à droite l'autoroute qui est donc le long des berges du Rhône. La gare d'Oulin, là où vous avez le petit train qui est à proximité immédiate, on est à allez, 150, 200 mètres du local. Et donc, quand on remonte la rue et qu'on part vers le haut de la photo, là, on part en voiture immédiatement reprendre la direction de l'entrée sur l'autoroute la plus proche du local. Voilà, donc très bien placé, très bien desservi. Et donc c'est aussi pour ça que dans le projet de ZAC qu'il y a entre le local commercial et l'autoroute, il y a une partie importante d'habitation. Voilà, donc ce projet de ZAC qui a son site internet propre, donc vous avez le lien sur la page projet, donc c'est la ZAC de la Solé, qui est un gros projet sur la ville d'Oulin, donc il y a plusieurs milliers de logements qui vont y être créés, donc avec le nombre de foyers, donc d'habitants supplémentaires qui vont avec, du bureau, de la surface commerciale, des infrastructures publiques, on va dire, qui vont avec une vie de quartier, et aussi une circulation et des transports qui vont être améliorés.
Voilà, et là, vous voyez qu'on est vraiment, pour le coup, à proximité immédiate aussi du local, puisque voilà, là, on le voit schématisé comme sur le site internet de ce projet, mais c'est toute la bande qui sépare le local de l'autoroute. Voilà, donc c'est pas très très large, donc on va avoir une densification de l'activité et de l'habitat entre le local et le Rhône, qui va forcément amener des clients, de la vie de quartier, et on se rappelle que quand on valorise un local commercial, on valorise pas juste un prix au mètre carré, on valorise un emplacement, un chiffre d'affaires, un loyer, on valorise tout ça. Voilà, donc ça aussi, c'est au-delà de la rénovation qui va avoir lieu, c'est de nature à bonifier la valeur des actifs. Oh. Et du coup, là, on va parler des. Donc, Oulin a été regroupé avec la ville de Pierre-Bénite. Oulin-Pierre-Bénite, aujourd'hui, c'est 38 000 âmes. Et donc là, on est en limite de l'Iseron. Donc, on a sur un immeuble, on a deux locaux avec des locaux. Le local de gauche, que vous voyez marqué Fata Poao, qui a son local sur rue et qui a sa réserve sur cour. Et le local numéro 2, qui était un restaurant qui a été mis à nu et qui va devenir certainement un restaurant, puisqu'on a un preneur sur ce projet à Doulin, et avec un deuxième bâtiment côté Iseron. Donc Iseron, c'est une rivière qui va descendre vers le... et qui va être aménagée dans le projet de la ZAC de la Solé, avec des espaces verts, et donc ça va devenir de plus en plus sympa. Donc le local de gauche, comme vous le voyez, il fait 35 mètres carrés, il fait un peu plus que 35 mètres carrés quand on rajoute la réserve. Et aujourd'hui, on a plus de 600 euros de loyer, non soumis à TVA. Et sur le local numéro 2, donc c'est un local qui a été mis à nu, qui était à l'époque un restaurant qu'on avait mis à nu pour des raisons différentes. Et il a été, aujourd'hui, on a une proposition de prise à bail avec 6 mois de franchise d'intérêt. Et ils refont l'ensemble des travaux de façon à, voilà, avec un loyer de 1 800 euros. Donc nous, en tant qu'investisseurs, on se retrouve avec un local qui va être entièrement refait, des façades, comme vous le voyez, qui sont totalement à refaire et à réparer, et avec un local totalement mis à neuf. Il faut savoir que vous avez deux gaines d'extraction sur ce projet-là, c'est ce qui a fait venir aussi les locataires, puisqu'on a deux grandes gaines d'extraction et pour faire de la restauration, c'est toujours préférable. Au centre, si on a le plan, voilà, on a la jouissance, donc le local bleu nous permet de voir à peu près l'espace restauration avec le lot numéro 14 au fond à gauche, côté Hydron. En haut à gauche, vous avez l'espace, ça c'est la cuisine avec sa cave totale sur tout l'immeuble pour le stockage, donc sur tout le bloc arrière. Et sur le côté avant, là où on était au tout début, l'espace de, voilà, le front avec, pour la clientèle. Et vous devinez le cours intérieur qui peut être utilisé pour les cuisines où, à eux de voir. Les locataires, pour le moment, n'ont pas prévu de mettre de table là. Voilà. Si c'est... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce niveau-là? Euh, non, si ce n'est que le réaménagement fait qu'il y a des parties qui étaient des parties communes qui ont été rattachées, qui sont rattachées à chacun des lots, ce qui bonifie les mètres carrés, la praticité. La cour dont Gilles vient de parler était une partie commune. Maintenant, ça devient une cour qui est à usage exclusif du lot de droite. Ce qu'il y a entre la petite réserve du fond en rose et la partie point de vente avant, il y a quelques mètres carrés là qui étaient de la partie commune qui maintenant font partie du lot. Voilà, donc c'est aussi comme ça qu'on gagne quelques mètres carrés et qu'on vient optimiser la praticité des lots. Et voilà, quand Gilles parlait de franchise tout à l'heure, quand on a, alors ça c'est assez courant et en fonction de la lourdeur de la rénovation, quand un preneur arrive, il a des travaux à faire pour rendre son local exploitable. Et donc dans les usages, il y a le fait qu'il ne paye pas de loyer pendant un nombre de mois défini, contre le fait qu'il supporte les coûts pour rénover le local qu'il prend. Voilà, donc là, on va avoir une rénovation totale
du lot bleu part de locataire, et en contrepartie, il a effectivement les 6 premiers mois où il ne paie pas de loyer. Et alors, et la gaine d'extraction, pour ceux qui ne savent pas, on va dire que c'est une forme de super hotte, comme celle que vous avez à la maison, mais voilà, vraiment en format survitaminé, ce qui nécessite entre autres des extractions pour envoyer l'air souvent vers la toiture de l'immeuble. Voilà, donc c'est des choses aujourd'hui qui sont de plus en plus difficiles à mettre en place, donc avoir une extraction sur un local, c'est un vrai plus, parce que pour faire de la vraie restauration et de la vraie cuisine, c'est indispensable. Voilà. Et on est sur une zone donc, qui est amenée à avoir de plus en plus de demandes et qui s'est énormément améliorée au cours des dernières années, notamment avec de l'amélioration du ticket moyen et de la qualité des restaurants, des bars. Maintenant on a une super boulangerie à l'angle, on a une belle agence immobilière et c'est en train de remonter et de s'améliorer quotidiennement. Donc là, on est sur le petit local, donc celui qui était en rose à gauche sur le plan, qui est donc une petite supérette d'alimentation générale, voilà, qui est là depuis très longtemps et qui était extrêmement inquiet quand je suis passé voir en lui expliquant que on allait potentiellement se porter acquéreur, de savoir si on allait le mettre dehors ou s'il allait pouvoir rester. Donc, il n'est pas du tout pressé de partir. J'avais eu la question de qu'est-ce qu'on fait s'il s'en va? Bon, on retrouvera un preneur, ça n'en est pas très, très inquiet. Mais lui est plutôt inquiet qu'on le mette dehors que intéressé pour partir. Voilà. Et donc là, voilà, là vous voyez donc les photos du grand local, celui qui est en bleu. Voilà, donc c'est à refaire. Mon rafraîchir est un peu faible. Vous le voyez en haut à droite, donc c'est par là que passe l'extraction. Et donc on a ça à deux endroits, donc on peut faire deux cuisines potentiellement dans le local. Les deux pièces qui sont sur l'arrière ont une extraction. Et quand Gilles parlait de liseron, quand vous regarderez vue du ciel, la fenêtre que vous avez sur la photo de gauche et celle que vous devinez sur la photo de droite, qui sépare elle qui arrive de la lumière, donne sur la rivière. Voilà. Donc il y a le liseron derrière, il y a une voie qui passe le long des berges, et les immeubles qui sont en face, visibles par la fenêtre, sont donc de l'autre côté de la rivière. Voilà. On est vraiment en bordure de rivière sur l'arrière et sur rue sur la haut. Voilà, là on est sur la salle qui est sur l'avant, côté rue. Donc vous voyez que c'est curé, c'est-à-dire que c'est pas beau, mais c'est entièrement nettoyé. Donc Et là, on voit la séparation, là, le mur qui a été démoli. tout à fait. Donc là, le preneur arrive, il commence directement à faire ses travaux d'aménagement. Voilà, ceux qui ont investi sur le plan commercial, les photos doivent vous rappeler des souvenirs. Voilà. Tout curé mis à nu, ça ressemble un peu à ça. Là, on est sur la rue en regardant vers, donc sur la photo de gauche, vers la ZAC de la Solée. Donc la très très bonne boulangerie dont parlait Gilles, elle est un petit peu plus loin sur la gauche. À droite, le beau bâtiment dont on devine qu'il est récent, c'est la médiathèque d'Oulin, voilà, qui est aussi un pôle d'attractivité. Et là, alors, je peux dire c'est moi qui ai pris la photo, de là où je suis placé, quand on regarde vers la médiathèque, vraiment de l'autre côté de la médiathèque de façon symétrique, c'est là qu'on va retrouver le métro Gare d'Oulin. On est vraiment tout près, tout près. Voilà, et là la deuxième photo est prise d'un petit peu plus haut. Donc vous voyez qu'il y a d'autres commerces, dont des commerces de restauration dans la rue. Il y a une crêperie, un Domino's Pizza, il y a une brasserie. Voilà, donc c'est typiquement la rue où on vient manger le midi. Alors là, c'est promis, je vais aller très vite parce que les habitués en ont marre de m'entendre expliquer ça à chaque webinaire. On va juste réinsister sur un point. Donc, on se rappelle le montage à toi. Alors, comment ça se passe? Donc, nos clients souscrivent des parts unitaires de 50 euros.
on collecte donc la somme nécessaire pour le projet. Donc là, on est sur un projet où on ne collecte pas de budget travaux, puisque les travaux sont à charge preneur. Sur d'autres projets, on a collecté aussi des budgets travaux. On met ces fonds dans une fiducie sûreté. Ceux qui découvrent ce mot, il y a une page dédiée sur le site et on peut en échanger avec plaisir. Globalement, c'est un véhicule particulier qui va porter la propriété du bien. Donc, on va confier les fonds à la fiducie et la fiducie va signer l'acquisition euh, chez le notaire. Euh, donc, sur ordre du constituant, donc ça c'est nous. Et pour le compte des bénéficiaires, ça c'est vous, puisque les porteurs de parts, de tokens, sont les bénéficiaires. Ensuite, c'est nous qui assurons la gestion quotidienne des actifs, qui percevons les loyers, et qui réalisons la distribution des loyers sur vos comptes à toi. Et donc à la sortie, donc à ce jour, on a réalisé une sortie sur le projet Le Passage. Idem, donc la fiducie perçoit le produit de la revente et on vous le distribue sur vos comptes à toi sur le même modèle que la distribution mensuelle des loyers. Voilà, on a juste récapitulé ici. Le local 1 qui génère un revenu immédiatement. Le 2 qui, à partir de la signature du bail à venir, délivrera des loyers 6 mois plus tard. Donc, on estime à peu près mois de décembre. Et la revente, on se donne un horizon de 4-5 ans. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire, on fait du vrai immobilier. Donc, globalement, nos projets se sont plutôt bien passés jusqu'à maintenant. Et puis, on a eu parfois une surprise par-ci, une surprise par-là. On a pris quelques mois de retard sur notre projet à Grenoble qui va être livré le mois prochain. On a pris quelques semaines de retard sur le projet de Mercière. Voilà, parce que parfois, quand on ouvre un mur, on a une surprise. Donc, pour les nouveaux venus, on vous promettra jamais au jour et à l'heure près un montant précis qui va tomber. On essaie d'avoir des estimations qui sont fiables et globalement, je pense que ceux qui sont là depuis longtemps vous diront qu'elles sont plutôt fiables. Mais les surprises font partie de la vraie vie de l'immobilier et si on investit en immobilier et qu'il n'y a jamais de surprise, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, et donc au bout de 4-5 ans, horizon de revente, et comme d'habitude, si le marché est bon, on vendra. Si le marché n'est pas bon, ce sera pas le moment de revendre. Et donc ça, c'est des choses dont on discutera évidemment avec les investisseurs du projet. On a toujours un horizon de revente et la vraie vie nous fait dire, comme vous, quand vous avez un investissement immobilier en propre, que c'est pas le moment de vendre ou que surtout c'est le bon moment. Voilà. Donc on peut dire 4-5 ans et vous dire finalement dans 3 ans on a une super opportunité et on peut se retrouver dans une situation où on se dit bah tiens peut-être que ça vaut le coup. Alors là pour le coup de remettre un petit peu au pot sur les droits de mutation parce que là sur 4-5 ans ils sont réduits pour garder le bien plus longtemps parce qu'on pense que c'est plus intéressant et c'est une décision que l'on prend ensemble. Question sur les loyers, donc sont-ils versés chaque mois? Oui, sur ce projet-là, on a bien des loyers qui sont versés chaque mois et qui seront donc versés bah, le premier 10 suivant 10 du mois suivant la signature de l'acquisition. Pour le Euh, puisqu'on oui, aura le premier local qui produira des loyers. tout à fait. Euh, Question fiscalité, on garde à la fin ou tu veux faire maintenant On peut y répondre maintenant rapidement. Donc non, non, vous ne faites pas de calcul sur la fiscalité. Donc sur la fiscalité, on travaille pour pouvoir assurer un prélèvement à la source. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais c'est un sujet sur lequel on travaille activement. La façon dont ça se passe aujourd'hui, c'est que on réalise pour chaque investisseur un récapitulatif de ce qu'il a perçu sur l'année civile précédente. Et donc on vous envoie un récap pour que vous puissiez mettre ça dans votre déclaration d'impôt. Donc c'est pas à vous de suivre tous vos versements et de faire tous vos calculs. On vous fait le récap. Faut juste pas oublier de le mettre dans la bonne case quand on vous envoie le récapitulatif.
Et on n'envoie pas le récapitulatif en même temps à tout le monde. En général, on traite assez tôt dans l'année les investisseurs étrangers, parce qu'ils ont des dates de déclaration un peu en amont de ce qu'on a en France. Et là, je crois qu'il y a 15 jours, on a dû Mm. envoyer les récapitulatifs aux résidents fiscaux français. Oui, donc Alors, par rapport, c'est par email. Donc effectivement, voilà, si vous ne retrouvez pas votre email, envoyez-nous un petit email et on vous le refera parvenir. On va également refaire au moins un ou deux envois avant la date limite, en tout cas pour les gens fiscalisés en France. une précision par rapport à la fiscalité et notamment par rapport à ce projet. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancées sur l'investissement avec la fiducie et tout ce qui va avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fiducie sûreté va acheter l'immeuble de façon à ce que les investisseurs soient parfaitement garantis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même en cas de dépôt de bilan de la société à toi, ForMG, qui achète ce bien-là, vos actifs, votre argent est sécurisé puisque c'est le fiduciaire qui est propriétaire ou quasi-propriétaire du bien et qui va vendre les biens pour vous le restituer. Donc, vous n'avez pas de risque par rapport à ça. C'est ce qui fait que l'ensemble de ce montage-là est le seul en France qui est parfaitement sécurisé et vous êtes bien garanti par le bien que vous achetez. Ensuite, vous avez l'aspect, vous avez deux types de revenus. Vous avez les revenus périodiques, ce qu'on appelle les paiements périodiques, qui sont assimilés à des coupons au niveau de la fiscalité. Donc, vous êtes taxé comme des revenus financiers à 31,4% aujourd'hui de flat tax et de prélèvement à la source. Donc, on va vous restituer 68,6% des loyers du net perçu et on va payer pour vous à l'État les 31,4. Ça, c'est une obligation qu'on a aujourd'hui. Et vous, dans votre déclaration d'impôt, vous allez pouvoir dire que vous avez déjà payé ces 31,4 d'impôts. Si vous n'êtes pas imposable, par exemple, l'État vous restituera cet argent-là. Il faut l'avoir à l'esprit. C'est une obligation, donc ça, on va le faire. Et si vous êtes dans les conditions d'exonération de ce PFU, de ce prélèvement forfaitaire, ben, il faudra nous le faire savoir et on essaiera de le gérer, sachant que à la marge, c'est pas si simple. Voilà. Au niveau de l'impôt, au niveau de la fiscalité, on a parlé de l'impôt sur les prélèvements, sur les versements, excusez-moi, ce qu'on appelle les versements périodiques. Vous êtes hors impôt sur la fortune immobilière, donc hors IFI, c'est un produit qui n'est pas soumis à l'IFI. Et en cas de vente partielle, prenons l'exemple où on vendrait un des locaux, et qu'on vous fasse ce qu'on appelle un paiement final intermédiaire, tant que vous n'avez pas récupéré l'ensemble de la somme investie, et je parle hors loyer, vous n'avez pas d'impôt plus-value à payer, et donc c'est à la fin, au dernier paiement, que vous aurez possiblement un impôt plus-value qui sera traité, ou qui sera à payer, en fonction de la législation en vigueur à ce moment-là. J'espère avoir été assez clair et exhaustif, mais je suis à dispo s'il y a des questions résiduelles. Planning, Alors, en termes de déroulé, donc promesse là en avril. La cible, c'est de signer l'acte authentique au mois de juin. Là, le délai, c'est essentiellement le délai de préemption qu'il faut qu'on purge. Donc, versement du loyer du premier lot le mois qui suit la signature de l'acte authentique. Sur le lot 2, comme on expliqué, il y a 6 mois de franchise de loyer pour le nouveau preneur. Et donc, à partir du moment où il démarre son activité, là, on a une perception de loyer et on est sur une revente à l'horizon 2031, si le marché est en forme, comme on l'espère. Voilà. On pense on a encore 2, 3 ans de crise IMO devant nous, même si on n'a pas de boule de cristal. Voilà. Donc, on pense que c'est un horizon qui peut être favorable pour une revente. Après, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand vous êtes sur des loyers commerciaux, vous avez une revalorisation sur l'IRL, l'indice de revalorisation des loyers commerciaux, l'ILC, excusez-moi. Euh, et du coup, vous avez en général ces dernières années une augmentation qui est supérieure à 2% par an. Donc ça veut dire que naturellement, comme les investisseurs cherchent toujours à peu près le même taux de rendement, vous avez une appréciation normalement de la valeur du bien
aux alentours de 2% par an, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, parce que c'est quand même significatif sur les loyers. Sachant que souvent, quand vous avez des beaux commerciaux comme ça, vous avez les propriétaires investisseurs, s'ils sont locataires et qu'ils ont une vision moyenne et longue et qu'ils ont mis beaucoup de travaux dedans, vous avez un potentiel acquéreur qui réfléchit un peu différemment en disant est-ce que je vais continuer à verser 10 ans de loyer pour rien à la benne? Est-ce que j'ai pas intérêt, même si le rendement est pas fantastique, à acheter le bien? Et du coup, en général, le propriétaire va acheter plus cher que la valeur de l'investisseur le bien dans lequel il se projette à long terme. Donc, le locataire devient souvent propriétaire et c'est souvent le meilleur client. Voilà. Alors justement, quelques chiffres. Alors déjà sur le montant global levé, donc vous avez vu sur la page projet, donc on est à 380 000 euros de montant levé. Prix d'achat 320 000 euros pour le local. On a un tout petit peu de trésorerie qui servait surtout à faire un chiffre rond. Comme d'habitude, les frais d'acquisition, de garantie et de setup. Donc garantie, on parle de la fiducie sûreté, de la mise en place de la fiducie pour cet actif, donc de 20 900 euros. Les frais de plateforme ATOA, donc on a fait une présentation un petit peu différente de d'habitude. On a effectivement séparé les frais de plateforme ATOA purement plateforme, donc 22 800 euros, et les frais de levée de fonds de 15 200 euros. Et donc, on a un total de 380 000, 7 600 jetons, toujours à 50 euros le jeton. Alors, on rassure nos clients de longue date, hein, 22 800 plus 15 200, ça fait toujours 10%. 10%, tout à fait. Ça n'a pas changé. Alors ça, vous avez également l'habitude depuis quelques temps qu'on vous présente trois scénarios, trois scénarii, si on veut être un peu plus puriste italien. Euh, donc l'année 2026, comme vous le savez, elle va être fortement tronquée, donc c'est pour ça que le rendement net est faible, puisqu'il ne porte que sur le premier local, qui va être le seul à verser du loyer d'ici la fin de l'année. Donc, on commence à avoir du loyer sur les deux locaux à partir de janvier 2027. Et donc, selon les hypothèses, voilà, des hypothèses plus conservatrices ou plus optimistes qu'on a pris, on va être sur un rendement entre 7,2% et 7,6% en cible. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas un gros écart. Donc, on est quand même sur un niveau de confort sur le rendement. Donc, ça, c'est le rendement des loyers distribués assez fort, au-dessus de 7%. Et sur une rentabilité donc entre 6,2 et 9,7, donc avec une rentabilité médiane à 8%. Là encore, bon, on a eu pas mal de discussions, mais comme vous le savez, on a toujours des approches très prudentes. Dans le cas de ce projet, on a une vraie création de valeur, puisque, comme vous l'avez vu, les aménagements ont permis à la fois de gagner des mètres carrés sur les lots et surtout d'avoir un local commercial, le local numéro 2, qui va être entièrement rénové et neuf, hein, encore dans 4-5 ans. Qu'on a une vraie création de valeur sur l'immobilier et on ne prend pas d'hypothèse de croissance du marché. Or, on espère quand même que le marché va redevenir un petit peu plus positif dans les 4-5 ans à venir. Donc, une approche prudente sur ce niveau de rentabilité entre 6 et 10%, on va dire. Alors, un petit mot en particulier pour les nouveaux arrivants. Vous avez un scénario conservateur, médian et optimiste. Euh, Vous n'avez pas un scénario de crise. On n'est pas sur un livret A, on est sur un placement qui a un couple rendement-risque normalement moins élevé que les produits financiers risqués et plus élevé qu'un placement à capital garanti. Il ne vous aura pas échappé que on est encore dans une crise immobilière violente,
qui a fait disparaître du marché nombre de promoteurs, nombre de marchands de biens, et qui n'étaient pas tous des incompétents notoires. Voilà, donc élément important, c'est si je prends un exemple de l'actualité récente, personne n'avait chiffré il y a 3 mois une guerre en Iran. Il se trouve qu'en l'occurrence, elle est là. Voilà, donc il n'y a pas un scénario de crise, mais il ne faut jamais se dire, même si l'immobilier globalement sur des cycles longs a toujours été en croissance, etc., etc., il ne faut jamais se dire qu'on ne peut pas perdre d'argent sur un investissement immobilier, avec toute la prudence qu'on a sur la sélection des actifs, avec toute la prudence qu'on a sur les chiffrages. Voilà, ça c'est un élément important. Vous avez 3 scénarios, conservateur, médian, optimiste. Sur les conservateurs, on est plus conservateur que beaucoup de confrères. On pourrait être plus réaliste que le roi et vous mettre un bon scénario de crise. Comme d'habitude, il est peu probable, mais il n'est pas du tout impossible. Voilà. Donc, on n'est pas en train de vous dire que vous êtes sûr d'avoir 6,2 au bout de 5 ans. On vous dit juste que c'est très probable, mais il peut toujours se passer quelque chose d'imprévu. Et et si quelque chose d'imprévu se produit, c'est là que le côté communautaire avec les investisseurs du projet prend tout son sens et qu'on décide ce qu'on veut faire. Il y a deux choses à voir, hein. Il y a deux choses qui sont importantes dans les locaux commerciaux. Le risque d'un local commercial, c'est l'absence de locataire. Donc, à partir du moment où le locataire est trouvé et s'ils font les travaux et tout ça, c'est traité comme prévu, vous vous retrouvez quand même avec un local qui est entièrement rénové dans un emplacement et qui a donc sa valeur locative. Donc, après, il y a un ajustement du loyer qui peut être fait, parfois, effectivement. Mais concrètement, là, on n'a pas l'impression d'être très élevé une fois les travaux faits. Donc, l'enjeu de ce premier locataire est fondamental. En revanche, comme le dit Mehdi, et ça, c'est très, très important de l'avoir à l'esprit, c'est que sur votre hypothèse de sortie, c'est l'hypothèse de sortie qui vient améliorer ou dégrader le taux de rendement de 6,2% que vous voyez en bas, puisque si vous êtes à 385 000 euros de sortie, vous êtes sans plus-value, peu ou prou, et si vous êtes à 484, évidemment, vous avez une réelle plus-value. Objectivement, on peut s'attendre à si le marché, c'est ce qu'on price, en tout cas nous de notre côté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Solé, c'est toute une ZAC qui, quand elle va être améliorée, avec les berges de liserons qui vont être faites, avec des passages piétonniers et de promenades, ça apporte énormément de valeur. Et on voit déjà en 10 ans l'évolution de ce quartier-là avec la médiathèque, avec l'amélioration de la qualité des commerçants et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est fondamental. Ce qui est sûr et ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que l'hypothèse de sortie d'un bien immobilier ne peut pas être garantie. Et dans un climat, on vit, je pense, la plus grosse crise immobilière depuis 1929, en tout cas en équivalent en France, c'était pas en 29, mais concrètement, on a une crise immobilière qu'on n'a jamais vécue, et la crise de 90 n'a pas été aussi forte que celle-ci et pas duré aussi longtemps. Donc, c'est vrai que dans les temps modernes, on se retrouve avec la guerre de l'Iran qui vient ajouter une hausse. Le mécanisme de l'immobilier, c'est un marché de taux, hein. C'est-à-dire qu'avec la guerre sur l'Iran, les taux vont remonter un petit peu, la confiance est pas la meilleure, et du coup, c'est ce qui permet, c'est ce qui fait que ça coince à nouveau. L'avantage, c'est que grâce à ça, on arrive à acheter des produits immobiliers sur des rendements qui sont quand même plus que sympas, puisque quand vous avez un net distribué aux alentours de 7%, sur des emplacements qui sont quand même très intéressants, c'est quand même plutôt pas mal, hein. On parle de rendement net distribué, ce qui est plutôt assez intéressant. C'est maintenant qu'il faut acheter, même si c'est pas le plus facile. Mm. Alors, l'exemple habituel pour un investissement de 1 000 euros sur 5 ans, donc on a 467 euros de gain total sur les 1 000, hein, le remboursement final, euh, c'est les 1 000 euros plus la plus-value donc de 144 euros, et les paiements intermédiaires payés tous les mois représentent 323 euros. On est sur du 47% de plus-value sur 5 ans. Scénario médian.
scénario médian, ce qui est celui qu'on met en avant, effectivement. Je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel. 40 minutes, on a été efficace. Si de votre côté, vous avez des questions, des précisions complémentaires à demander, n'hésitez pas. Euh, En attendant de voir s'il y en a, je voudrais réinsister sur un point. Euh, alors, c'est un point sur lequel beaucoup de clients nous ont interrogés. Euh, des confrères, des conseils de confrères nous ont interrogés. C'est pourquoi est-ce que on s'enquiquine entre guillemets avec la technicité, la relative complexité que vient induire le montage avec Fiducie, qui parfois est pas facile pour les notaires eux-mêmes parce qu'ils se disent bah tiens comment ça marche, c'est une fiducie qui achète, j'ai jamais fait. On a eu le cas sur le Havre. On a eu une acquisition compliquée sur le Havre parce que les deux notaires qu'on avait au début se sont dit, mais attends, j'ai jamais fait comment ça marche. Pour une raison très simple que Gilles a évoquée tout à l'heure. Gilles a dit, c'est la protection parfaite. Je sais pas si elle est parfaite, mais en tout cas, aujourd'hui, en droit français et européen, c'est compliqué de faire mieux. Si ce n'est la pleine propriété tout seul ou en indivision d'un bien, on est dans on va dire dans le cadre traditionnel, mais avec une rigidité qui n'a rien à voir. Voilà, le fait de dire Atoa disparaît, les dirigeants changent, quoi que ce soit, il faut que le contrôle des actifs, enfin, que les actifs soient sous le contrôle des investisseurs via ce fameux tiers réglementé. Ça a toujours été un élément clé. Euh, oui, oui, ça pourrait coûter moins cher de faire 100. Et ça peut coûter moins cher de ne pas assurer sa maison. Et ça peut coûter moins cher de rouler pas assuré en voiture. Et puis, le jour qui doit jamais arriver arrive. Et ce jour-là, on se dit, ouais, c'était quand même chiant de payer sa cotisation d'assurance tous les ans, mais on est content de l'avoir. On espère évidemment que jamais ce jour chiant n'arrivera dans l'histoire de toi. Mais on ne vous inquiète pas qu'on ait un jour comme ça qui arrive, puisqu'on a fait ce qu'il fallait pour. Et pour nous, c'est pas envisageable de faire autrement. Donc oui, un petit peu coûteux, c'est un peu rigide, mais c'est la seule façon de se dire que, grosso modo, quoi qu'il arrive, nos investisseurs sont protégés. Il faut avoir une vision du panel de l'investisseur aujourd'hui qui compare des choses non comparables. On émet ce qu'on appelle une obligation tokenisée indexée. Cette obligation, c'est un titre de créance que vous avez contre la société qui achète, donc en l'espèce Atoa Forensic. Vous avez compris que vous avez 45 € de prêt à la société Atoa Forensic et vous avez 5 € de frais liés aux frais de plateforme, comme on l'a dit tout à l'heure, pour 3 €, et de frais de levée de fonds pour 2 €. Donc, vous avez la société Atoa Forensic qui a les 45 € pour acheter le bien. Avec ces 45 €, elle achète le bien, mais elle l'achète pas elle-même, elle l'achète via le fiduciaire. Donc, c'est le fiduciaire, la fiducie qui acquiert ce bien. Si demain, nous achetions avec Atoa Forensic sans le fiduciaire, nous pourrions vendre sans l'accord du fiduciaire. Et donc, on pourrait vendre et partir avec la caisse. Si on achetait avec une hypothèque, prenons cet exemple-là, on ne pourrait pas vendre sans l'accord. En revanche, vous seriez, vous, des créanciers comme tout le monde. Et si on avait payé des sociétés à droite, des sociétés à gauche qui avaient d'autres factures, vous viendriez en face de toutes ces autres factures. Ce qui n'est pas du tout le cas là. Nous, on a cherché à faire en sorte que l'investisseur, quoi qu'il arrive, il ait en garantie le bien qui lui appartienne à lui. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental et il ne faut pas comparer des obligataires qui vont vous dire oui, on met une fiducie sur les parts. Ça n'a rien à voir. Il faut bien comprendre qu'à un moment, la propriété du bien, aujourd'hui, elle n'a aucune dette. C'est-à-dire que vous, en tant qu'investisseur obligataire, vous n'avez pas de dette adossée à ce bien-là. On parle par exemple d'Oulin où vous allez être propriétaire de façon intermédiaire d'un bien immobilier.
votre obligation va répliquer la performance de ce sous-jacent immobilier, en ce compris les plus-values, dans la limite, et de la rémunération d'Atoa for MGI, c'est la plus-value. Donc nous, notre intérêt, c'est de faire en sorte que les investisseurs aient une plus-value de façon à ce que nous puissions être rémunérés sur les 20% de plus-value. Donc on a vraiment un alignement des intérêts pour les investisseurs. Et ensuite, on peut jamais prévoir l'avenir. Imaginons que Atoa for MGI dépose le bilan. Il est indispensable que les investisseurs soient protégés et ils sont donc protégés par le fiduciaire qui est le quasi-propriétaire du bien qui va pouvoir vendre et vous rembourser votre quote-part de vente. Et ça, c'est fondamental de bien l'avoir à l'esprit parce que dans le mécanisme de protection français aujourd'hui, et vous pouvez aller et faire le tour de tous les concurrents de Bonin, et je suis à disposition pour échanger avec eux, avec le plus grand des plaisirs, mais ça nous coûte énormément, énormément ce degré de protection, mais il est fondamental pour vous. Il est impératif que vous soyez protégés et des histoires en gestion de patrimoine de scandales où les gens ont pris l'argent et se sont barrés avec la caisse, il y en a un paquet, excusez-moi l'expression, et donc c'est fondamental que vous l'ayez vous, que vous n'ayez pas ce sujet-là. D'accord? Et donc ça, c'est l'ADN d'Atoa et il n'est pas question qu'il change. Et à chaque fois qu'on voit l'écoute, on se dit est-ce qu'on changerait? Et à chaque fois, on dit on ne peut pas parce que c'est la seule garantie que peuvent avoir nos clients. Alors, Larry pose une excellente question. Est-ce que un wallet peut faire office de conservation à la place de la fiducie? Non. En fait, donc là, pour ceux qui sont moins habitués, on parle de l'objet digital token qui porte l'obligation tokenisée indexée. Un token, peu importe son statut réglementaire en droit français, représente un droit. Donc, on peut tokeniser une action, on peut tokeniser une obligation, on peut tokeniser des royalties, on peut tokeniser à peu près ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va prendre un contrat, un objet du droit traditionnel, et on va mettre cet objet dans un jeton. Donc, à partir du moment où on met un objet du droit dans le jeton, ben, cet objet du droit, il a beau être digitalisé, la question c'est comment est-ce que on protège cet objet du droit. Donc si on tokenise une obligation comme c'est le cas aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qui protège cette obligation, tokenisée ou pas, dans le droit. Donc en l'occurrence, là c'est la fiducie. Ce qui pourrait permettre qu'on se passe de la fiducie, alors je suis en train de vous faire une promesse de Gascon, ça n'existera jamais, je vous le dis tout de suite. Voilà, comme ça, au moins, on est clair. Ça serait éventuellement que chaque jeton représente une fraction de la propriété cadastrale foncière du bien immobilier ou du terrain. Sauf que ça n'arrivera jamais. Parce que si aujourd'hui on pouvait émettre 7600 jetons qui représentent la propriété foncière de l'immeuble, bah, ça veut dire que demain on peut revendre l'immeuble sans notaire. Il suffit qu'on revende les 7600 tokens à quelqu'un d'autre. Et je vous rassure tout de suite, jamais on ne touchera au monopole des notaires. Voilà. Donc, le vrai transfert de propriété foncière ne pourra se faire que par un notaire. Et l'objet du droit utilisé et tokenisé devra toujours se référer à ça. Voilà. J'espère que j'ai été clair, Larry. Donc, c'est pour ça. Ça marcherait si le token était un bout de la propriété du bien. Ce n'est pas le cas et je pense que ce ne sera jamais le cas. Il y a une expérimentation qu'on pourra observer de loin dans les Émirats. Je ne sais plus si c'est à Dubaï Ouais, il que y a c'est fait. Dubaï. Voilà, où ils ont décidé de mettre sur la blockchain le registre foncier, ce qui peut être une première étape avant de permettre effectivement le transfert de propriété via token. Mais chez nous, ça sera, Non, il faut passer par une société après. ça ne sera jamais le cas. On peut éventuellement dire, on fait sans fiducie, on a une société qui est propriétaire du bien Voilà. et on tokenise les actions de la société. Voilà, ça a deux inconvénients. Le premier, c'est que comment dire, une société, elle a une activité, donc les factures dont Gilles parlait, elles peuvent toujours exister, et que parfois on peut vider une société de sa substance
et qu'il se passe des choses avant que les associés, en l'occurrence, dans ce cas-là, ce seraient les propriétaires de jetons, puissent s'en rendre compte. Alors, la différence entre l'adresse de wallet de paiement sur... Alors, pour l'instant, on ne fait pas de paiement en crypto. On vous paye les loyers ou le produit de la vente exclusivement en euros et on fait ça sur un IBAN à votre nom qui est créé par l'établissement de paiement. Euh, le, le wallet, que ce soit demain un wallet qu'on vous fournit pour ceux qui ne sont pas familiers avec la blockchain ou un wallet dont vous disposez, là, ça sera pour stocker vos jetons à toi. Alors, pardon pour les puristes, hein, c'est un gros mot quand je dis stocker. On va dire prendre le contrôle de vos jetons à toi, si je suis plus juste en termes de langage, et éventuellement accéder à des services type marché secondaire, collateralisé ou autre, avec vos jetons. Voilà. Et avec plaisir pour aller plus loin dans ce niveau de détail. Voilà, on peut se prendre un échange directement. Nathalie, achat des jetons jusqu'au 15 juin. Alors, on a mis une date limite au 15 juin. Après, c'est premier arrivé, premier servi. Euh, on a pris nos dispositions pour que cette collecte aille moins vite que celle de Fort-que-Lyon, qui a été très très vite. Mais à un moment donné, nos partenaires CGP vont commencer à commercialiser eux aussi le projet Loulin, et ça va aller vite. Voilà. Donc il faut pas se dire que on va prendre un mois ou un mois et demi euh, pour euh, pour mettre sur ce projet-là, pour observer ce qui se passe et mettre sur un autre projet. Voilà, mais la collecte va s'accélérer dans les 2, 3 prochaines semaines. Voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien être dans les premiers 25%, il y en a qui aiment bien attendre les derniers 25%. Voilà. Mais on a eu quelques projets où pas mal de clients ont dit, ah bah j'ai raté le train. Bon, quand la collecte prend 3 semaines, on a largement le temps de prendre le train. Ok. Il faut bien avoir à l'esprit hein, que ce montage-là permet d'avoir un rendement immobilier qui est taxé uniquement à 31,4%, et que si vous l'aviez au travers des SCPI pour faire le parallèle, et il n'y a pas de parallèle à faire en termes de protection juridique, mais en tout cas, il y a un parallèle à faire en termes de rendement du sous-jacent. Euh, En impôt sur le revenu, vous seriez un revenu foncier. Les revenus fonciers subissent les 17,2% de prélèvements sociaux. Et donc, grosso modo, si vous êtes à la tranche marginale à 30%, vous êtes tout de suite à 45% d'impôt. Je vous passe les détails du calcul et de la déductibilité qui nous amènent sur les 45%. À ça s'ajoute l'impact IFI pour ceux qui y sont. Et du coup, l'impact IFI, il peut représenter quand même à peu près 1% de la valeur du bien. 1% de la valeur du bien, ça peut vite représenter 25% des revenus, des rendements. Donc, ça veut dire que quand on met tout bout à bout, on est en train de créer quelque part, on arrive à avoir des revenus immobiliers avec une fiscalité seulement de 31,4%, ce qui est quand même aujourd'hui exceptionnel. Et ça a été validé par un rescrit fiscal sur les opérations passées. Et à chaque fois, on va demander un rescrit fiscal de façon à ce que nos investisseurs soient protégés, parce que vous avez un impact sur votre fiscalité qui est aujourd'hui effectivement sur votre flat tax du moment, mais qui est aussi sur la garantie que vos paiements finaux et le remboursement à l'échéance ne sera pas fiscalisé tant que vous ne serez pas en plus-value. Voilà. Donc tout ça, ça a été bien validé fiscalement. Voilà, j'étais en train de me dire qu'il devait y avoir un client suisse là dans le webinaire qui devait rigoler un petit peu en entendant parler de fiscalité. Alors, est-ce que la rentabilité est répartie de manière mensuelle ou annuelle? Alors, il n'y a pas d'annuel. La partie versement périodique, c'est-à-dire le prix de l'exploitation locative des biens, elle est versée de façon générale mensuellement. Ça pourrait arriver qu'elle le soit trimestriellement, mais il n'y a pas d'annuel. Et après, l'autre partie du TRI, c'est le produit de revente. Donc là, c'est à la sortie. Voilà. Donc il y a aucune composante du rendement, enfin de la rentabilité, pardon, du bien qui est annuel. On a le rendement qui est en général mensuel, qui pourra parfois être trimestriel, et le produit de revente qui est à la sortie du projet. Avec plaisir.
Et si la question, c'est par rapport aux charges et à la répartition des charges, il y a un prorata qui est fait au début et on fait une régularisation annuelle. Guillemette vous le validera. Voilà. On essaie effectivement, dans la mesure du possible, que vous touchiez à peu près la même chose tous les mois, ce qui n'est pas la vraie vie de l'immobilier. Donc, on essaie de lisser les versements, voilà, en anticipant, comme disait Gilles, les charges. Et donc, il peut y avoir une... Alors, ça, c'est pour ce qui est régulier. Mm. En C'est ce revanche, que j'allais dire. on investit sur Mercière. Sur Pump Mercière, Pump Mercière, on est sur de l'exploitation Airbnb. Donc là, par nature saisonnière, donc on a une variabilité des versements qui est plus importante. Alors là, on est dans une phase où ça monte parce que on est en train de travailler la montée en taux d'occupation des biens. Voilà, mais les mois creux, il y aura pas grand-chose et les mois de haute saison, il y aura un peu plus. Voilà, donc oui, sur les loyers, les immeubles où il y a du mixte, où il peut y avoir un local en courte durée et des locaux qui sont loués en location classique, on essaye de calculer un rendement redistribué qui soit régulier tous les mois avec un petit ajustement annuel. Et effectivement, Mercière, c'est aujourd'hui le seul qui est en pure location courte durée. Et donc, vous avez le résultat net hein, de chaque mois. Et donc là, c'est vrai qu'on a les rendements qui augmentent depuis la mise en exploitation, bah, du fait du meilleur taux d'occupation des locaux. Et on a également la saisonnalité. Donc, plus on approche de l'été, plus le prix de la nuitée augmente. Donc là, on va avoir des loyers qui vont augmenter, mais il ne faudra pas être surpris si à l'automne prochain, ça redescend un petit peu. Alors, pour bien comprendre, on a un immeuble qui est en train d'être rénové, donc un immeuble qui est rénové, il vit encore, hein, donc on n'est pas encore dans son cycle de croisière, on va dire, de dans un an ou deux. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. On est sur un emplacement qui est fantastique, ça c'est évident. Maintenant, pour faire relativement simple, les énormes mois en location Airbnb ou par hôtelière, ce sont les mois de juin, septembre et octobre. Ça, c'est les plus gros mois. Ensuite, vous avez mai et juillet qui viennent là. Et puis, vous avez le mois de novembre et début décembre avec la Fête des Lumières. Voilà les gros mois en location. Les mois de janvier, février sont toujours des mois très, très morts. Et le reste, voilà. Donc, l'ajustement des prix est fondamental de façon à pouvoir occuper, puisqu'on est vraiment sur des charges fixes. Et donc, on est sur des revenus qui doivent être variables. Donc là-dessus, il y a une expertise voilà, il y a du boulot à faire là-dessus. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit pour parler de Mercière 2 secondes, c'est que la ville de Lyon n'a pas été la plus attractive du moment. Et du coup, on a quand même une baisse de la valeur locative au mètre carré en un an de 10 euros par mètre carré. De 10 euros par mois, Par par nuitée, ouais. location, excusez-moi, par unité. Par mètre carré, ça commencerait à faire beaucoup. Mais voilà. Mais en tout cas, on suit ça et aujourd'hui, dans l'exploitation, on commence à connaître assez bien la ville de Lyon en exploitation par hôtelière, puisqu'on a 25 appartements en exploitation. Donc là, on a deux types d'exploitation distinctes et ça nous permet d'avoir une bonne visibilité là-dessus. Voilà. Donc 25 appartements, oui, tout n'est pas sur Atoa, c'est Tout à My fait. Good Invest et les Oui, appartements d'Atoa. tout à fait. Alors, c'est pas une question, mais je vais répondre au dernier message de Valentin. Alors, non, non, ça n'existe pas. Donc, le message étant, si on pouvait se faire payer en crypto, ça permettrait de se passer de la flat tax tant qu'on ne retransforme pas en euros. Non, non, non et non. À partir du moment où il y a un rendement qui est versé à un investisseur en crypto, peu importe la crypto, l'investisseur est redevable de l'impôt immédiatement. J'insiste bien, immédiatement. Il y a eu une tolérance contraire au Code général des impôts qui était pour le stacking. Le stacking, pour les profanes, c'est une forme de compte épargne. Donc, on bloque de la crypto et on est rémunéré comme sur un compte épargne dans la même crypto. Il y a une tolérance pour ça parce que le stacking calcule ses rendements en temps réel.
Donc, quand on a commencé à dire au trésor public qu'il allait falloir imposer l'épargnant en temps réel à la valeur de la crypto au moment où il la touche, évidemment, c'est impossible. Donc, il y a une tolérance qui a été de dire, on va considérer que ces cryptos qui sont touchés par l'investisseur sont touchés à un prix d'achat de 0 et il sera fiscalisé quand il les vendra. Et j'insiste bien, c'est une tolérance. Ça n'a jamais été écrit dans le Code général des impôts. Là, on n'a aucun argument dans un modèle comme Atoa pour expliquer au trésor public que l'impôt est compliqué à calculer. C'est-à-dire que qu'on soit payé en euros ou en crypto, imaginons demain, on sait que tel mois, le revenu qui a été perçu par l'opérateur, donc en l'occurrence Atoa for MGI pour ce projet, c'était tant d'euros, que vous étiez donc vous bénéficiaire de tant d'euros et qu'on vous les verse en crypto ou en euros, c'est la même chose. Si d'aventure, des solutions d'investissement immobilière ou non vous expliquaient qu'elles vous versent un rendement en crypto et que vous n'êtes pas redevable de l'impôt tant que vous n'avez pas revendu contre de la monnaie à cours légal, je vous rappelle une chose, c'est que en cas d'anomalie fiscale, le seul responsable, c'est vous. Donc ça ne mange pas de pain de vous raconter des bêtises, tant qu'on ne vous les écrit pas, etc., etc. Si on vous raconte des bêtises et que vous déclarez mal, le seul qui est responsable de ça, c'est vous. Donc Valentin, j'insiste, oui, si on perçoit en crypto, on est soumis à la flat tax. Oui, en l'occurrence, Larry, on est d'accord, si on le faisait nous aujourd'hui, ce serait sur un stablecoin, mais stablecoin ou pas, vous percevez de la crypto, cette crypto, elle correspond à un montant d'euros à l'instant T. Vous êtes redevable immédiatement de la flat tax. Et d'ailleurs, on serait tenu aussi du prélèvement au prélèvement à la source, même si on vous rémunérait euh, en crypto et en l'occurrence stablecoin. Dans le marché actuel, oui, on irait encore moins sur des choses volatiles si on le faisait. On n'est pas plus marrant sur l'imposition que sur la protection de l'investisseur. Vous ne nous en voudrez pas. On sait qu'on n'est pas très fun, mais pour nous, c'est des sujets où il n'y a pas trop de place pour le fun. Voilà, bah, écoutez, il est 19h30 pile. S'il n'y a pas de questions de dernière minute, un grand merci pour votre présence. Il est toujours là. Il a pas ri quand on a parlé de fiscalité, mais il est toujours là. Merci de votre présence, merci de vos questions. On reste à votre disposition si il y a des précisions supplémentaires qui sont nécessaires. Voilà, via mail de différents réseaux sociaux. Très bonne soirée, à très bientôt tout Merci, le monde. bonne soirée. Merci à Ciao. tous. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.